Bonsoir et bienvenue à Malheur en Liberté sur i24 News. Ce soir, mon invité est Dmitri Peskov, qui est le porte-parole personnel du président russe Vladimir Poutine. Tout de suite, sans plus tarder, son portrait. Dmitri Peskov est un diplomate russe qui fait partie du paysage politique depuis plus de 30 ans. Il a été élu porte-parole du Kremlin pour la deuxième fois après la réélection de Vladimir Poutine en 2012. Né en 1967, il est le fils de Sergueï Peskov qui a dirigé la mission diplomatique soviétique au Pakistan. Son diplôme de l'université d'État de Moscou en poche, il rentre un an plus tard à l'ambassade soviétique en Turquie. Sa carrière politique est lancée. En 1994, il est nommé au sein du ministère des Affaires étrangères russe. Puis, au bout de 2 ans à ce poste, il retourne en Turquie, où il devient un deuxième, puis premier secrétaire de l'ambassade russe à Ankara. En 2000, Peskov revient en Russie et est nommé à la direction du service présidentiel des relations avec les médias avec Vladimir Poutine, qui est à l'époque président par intérim. Ce dernier est officiellement élu quelques mois après le retour de Peskov. Sous la présidence de Poutine, Peskov occupe un certain nombre de fonctions, notamment premier vice-directeur du secrétaire de presse de 2004 à 2008. En 2008, Dmitri Medvedev est élu président. Peskov est nommé secrétaire de presse du Premier ministre Viktor Zubkov. Ce poste lui permet de diriger les opérations de presse de Vladimir Poutine peu de temps après. En 2012, lors de la réélection de Poutine à la tête du pays, Peskov succède à Natalia Timakova en tant que porte-parole du gouvernement. Merci Dmitri Peskov d'avoir accepté d'être notre premier grand invité de la saison. Tout de suite, ma première question bien entendu. L'ordre mondial, issu de 1945 sous domination américaine, est complètement caduque aujourd'hui, après tous les fiascos militaires et politiques essuyés par les États-Unis. Alors aujourd'hui, pour la Russie, quel type d'ordre mondial serait acceptable ? Eh bien, d'abord, avant tout, c'est un honneur et un privilège de participer avec votre programme et merci de m'avoir invité. J'attendais avec impatience de vous rencontrer et depuis tant d'années de coopération, nous aimons nos relations. Ce qui se passe dans l'ordre mondial, je dirais que quand nous nous sommes rencontrés la première fois, en 2001, en 2000, oui, je pense qu'on pouvait à peine imaginer que quelque chose que ce que nous voyons comme aujourd'hui arriverait. À l'époque, au début de 2000, l'ordre mondial était assez différent. C'était un ordre mondial basé sur la loi internationale, sur le droit international, sur des principes adoptés internationalement, des relations internationales. Et c'était un environnement différent. Maintenant, tout semble être chaotique d'une certaine manière. La loi internationale est menacée, dévaluée. Tous les principes de l'ordre mondial, du commerce international, de l'Organisation mondiale du commerce sont aussi menacés. On voit constamment des menaces au commerce mondial en trouvant de faux prétextes, en faisant des sanctions, en posant des limitations, en utilisant la politique à mauvais escient. Et comme la Russie, nous avons des centaines et des centaines de sanctions contre notre pays. Et nous comprenons bien le fardeau que cela représente, malgré le fait que ces sanctions sont souvent totalement inutiles parce qu'elles sont appliquées pour obliger un pays à changer d'attitude. Et en réalité, ça ne marche jamais. Alors, bien sûr, dans ces circonstances, notre pays, le président Poutine, insiste sur le fait que la seule base commune que nous ayons, ce sont les Nations Unies. Les Nations Unies, pour se mesurer aux questions brûlantes, le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est la seule et unique institution qui peut et devrait être responsable de l'ordre mondial et qui devrait être respectée
par tous les pays du monde. Nous voyons que malheureusement, dans l'état des choses actuelles, c'est de plus en plus difficile au Conseil de sécurité de résoudre des problèmes. Ils n'arrivent pas à trouver de point de vue commun. On voit les divisions terribles entre les membres permanents du Conseil de sécurité. Malheureusement, nous ne pouvons même pas appliquer l'excellente initiative du président Poutine d'avoir tous les leaders des 5 permanents de se réunir pour réfléchir à que faire pour réparer le monde. Le président Poutine a toujours considéré l'Occident et les États-Unis comme responsables de la chute du mur de Berlin et de celle de l'Empire soviétique, ce qui explique les mauvaises relations sans doute entre la Russie et l'Occident. Alors, peut-il y avoir encore aujourd'hui un espoir de réconciliation? Eh bien, vous savez, le président Poutine croit sincèrement que l'effondrement de l'Union soviétique est une des tragédies les plus importantes géopolitiquement parlant du siècle. Ça a été l'effondrement d'un pays immense qui a amené beaucoup de problèmes pour les personnes d'abord qui habitent dans ce pays. Certaines conséquences sont encore ressenties dans certains pays anciennement membres de l'Union soviétique. Bien que, bien sûr, aujourd'hui, ils sont tous des États indépendants et souverains et personne ne remet leur indépendance en cause. Dimitri Peskov, comment jugez-vous aujourd'hui l'attitude agressive des États-Unis vis-à-vis de la Chine? Et puis surtout le dernier imbroglio politique entre les États-Unis, la France et l'Australie. Eh bien, nous devons accepter le fait que les États-Unis et la Chine sont le numéro 1 et le numéro 2 au niveau des puissances économiques dans le monde. Et il ne fait aucun doute que malgré toutes les difficultés, les contradictions entre ces deux puissances, ils trouveront toujours manière de ne pas commencer de destruction réciproque, de démolition réciproque en commençant une guerre économique entre elles. C'est une affaire qui se poursuit, mais ce n'est pas nos affaires. Nous avons un énorme marché et des partenariats énormes et stratégiques avec la Chine que nous chérissons et nous avons une mauvaise relation pour l'instant avec les États-Unis et nous aimerions que cela change. Et Dimitri, parlons des relations américano-russes. On se souvient tous de l'interview télévisée de Joe Biden il y a quelques mois dans laquelle il a traité le président russe de killer, de tueur. Ce n'est pas acceptable. Eh bien, disons que je pense que nous avons réussi à tourner cette page dans nos relations. Je ne pense pas que ça a été une déclaration réussie, mais de toute manière, ce qui devait être débattu a été débattu sur ce sujet et considérons donc cela comme un sujet clos. Ce qui est important maintenant, c'est d'une manière ou d'une autre maintenir en vie les contacts entre les deux leaders si nous réussissons à continuer à appliquer et essayer d'appliquer les accords qui ont été atteints pendant un sommet. Il y a de bonnes chances que nous puissions faire refleurir nos relations pour le bien de nos deux pays, de nos populations et pour le bien de la sécurité mondiale et pour la stabilité. Dimitri Peskov, pourquoi les relations entre l'Union européenne et la Russie sont-elles aussi exécrables? Est-ce à cause du manque de confiance ou de la peur des Européens des ingérences russes dans leurs affaires? Les relations entre Moscou et Bruxelles sont tellement mauvaises, c'est à cause de la décision de Bruxelles de geler ces relations. La réponse est très simple. La Russie aspire à des partenariats parce que l'Europe est le partenaire économique et commercial principal de notre pays et nous voulons de bonnes relations avec chacun des États membres de l'Union européenne et avec toute l'Union européenne. Mais malheureusement, toutes les dimensions de notre dialogue, les piliers de notre dialogue avec l'Union européenne ont été gelés et nous n'avons toujours pas
de réciprocité en vue venant de Bruxelles pour reprendre le dialogue. Malheureusement, bien que nous ayons beaucoup de questions à l'ordre du jour, nous avons beaucoup de défis communs, nous avons beaucoup de problèmes communs pour nos amis européens et il va falloir s'occuper de cela ensemble. Je vais venir maintenant à un de vos voisins, le président Erdogan, qui est perçu comme un troublion en Méditerranée orientale, au sein de l'OTAN, où il a un pied dedans et un autre pied dans votre arrière-cour, l'arrière-cour russe, et qui pose problème au président Poutine quand il soutient en Syrie des groupes islamistes hostiles au président Bachar el-Assad, qui est votre protégé. Comment pouvez-vous accepter de traiter avec lui ? Eh bien, nous avons des relations très proches avec la Turquie. La Turquie est un partenaire excellent économiquement et commercialement parlant. Et malgré certains différends qui parfois sont cruciaux dans nos approches au niveau régional et mondial, en même temps, nous avons des bénéfices communs, nous avons des avantages communs. Et il a été mentionné à plusieurs reprises par notre président, le président Poutine, que l'objectif principal de la politique étrangère est d'assurer un environnement international favorable pour nos développements intérieurs. Nous avons une situation assez compliquée dans diverses régions, par exemple en Syrie, mais malgré ces complexités, nos deux présidents ont réussi à avoir la volonté politique d'arriver à une compréhension et avoir une certaine souplesse pour coopérer justement de manière responsable dans une situation extrêmement complexe en Syrie. Donc nous coopérons. M. Peskov, comment qualifieriez-vous aujourd'hui les relations entre la Russie et Israël ? Il semble qu'il y avait une meilleure compréhension du temps où Benyamin Netanyahou était au pouvoir. La Russie, il me semble, tolérait les bombardements israéliens de cibles iraniennes et du Hezbollah en territoire syrien. Aujourd'hui, la Russie change d'attitude. Comment expliquer cela ? Eh bien, je ne parlerai pas de changement d'attitude aujourd'hui. En fait, oui, nous avons une relation développée avec Israël, une très bonne relation. Nous avons même une coopération et un dialogue sur des sujets très sensibles, comme la sécurité, la défense. Nos spécialistes de défense sont en contact permanent. C'est très bon. N'essayez pas de comparer M. Netanyahou et le Premier ministre actuel, parce que Poutine travaillait avec M. Netanyahou pendant de longues années. Ça a été une longue relation. Ils se connaissaient bien. Alors, ça prend du temps d'établir de nouvelles relations personnelles. Mais bien entendu, nous continuerons à développer notre dialogue et nos relations avec Israël. Nous respectons les préoccupations d'Israël pour sa sécurité. Nous avons du respect pour cela, mais en même temps, nous avons nos propres relations avec tous les pays de la région. Et nous continuerons à développer cela aussi. Israël, M. Peskov, déclare qu'il ne tolérera pas l'émergence d'une bombe nucléaire iranienne qui pourrait voir le jour dans 2 à 3 mois. Est-ce que vous êtes en faveur de la bombe iranienne ou est-ce que vous empêcherez l'Iran de l'obtenir pour éviter peut-être un conflit régional, sachant que les Américains sont hors circuit pour l'instant dans la région ? D'énormes efforts sont faits actuellement pour ramener les choses dans ce programme nucléaire, accord nucléaire sur l'Iran, le JCPOA. Tout le monde est pour la non-prolifération. Tout le monde est dans l'accord. Personne ne souhaite l'Iran nucléarisé ou possédant l'arme nucléaire. En même temps, nous devons reconnaître que l'Iran a le droit d'avoir une énergie nucléaire donc pour des utilisations pacifiques, civiles.
Voilà l'idée. Donc maintenant, il faut évidemment reprendre la participation des États-Unis. Nous sommes avec des débats très complexes qui ont lieu en ce moment. Nous n'avons pas la solution finale de cette situation. Si demain, Israël décide d'intervenir militairement. Je préfère ne pas répondre à cette question. Je préfère ne pas parler de scénario apocalyptique de développement de cette situation. Quoi que puisse dire l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui accuse l'Iran de violer l'accord sur le nucléaire depuis 2019, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que l'Iran, qui refuse de reprendre les discussions de Vienne et accélère son programme nucléaire, obtiendra bon gré mal gré sa bombe nucléaire, comme le président nord-coréen Kim Jong-un? Écoutez, vous savez que l'Iran avait une position assez responsable pour ce qui est du respect de l'accord. Et l'Iran, malheureusement, se confronte à des sanctions complémentaires, supplémentaires, qui n'étaient pas prévues par le deal. Et l'Iran, malheureusement, a dû abandonner certaines prévisions ou provisions de l'accord. Et maintenant, ce que nous voudrions voir et préférerions voir, c'est à la fois l'Iran et les États-Unis qui arriveraient à un accord. Dans quelle mesure ils seront prêts à répondre aux demandes mutuelles qu'ils ont. Ça, c'est très important. Dès que cela arrivera, nous aurons le contrôle à nouveau de l'AIEA sur le programme nucléaire. Et nous aurons l'obligation de l'Iran à prendre certaines mesures en termes de contrôle pour assurer ces contrôles, pour permettre en termes d'enrichissement d'uranium. Tout cela est prévu par les articles de l'accord auxquels il faut revenir. Dimitri Peskov, est-ce que le président Poutine pourrait jouer un rôle de médiateur exerçant une pression d'un côté sur l'Iran et de l'autre sur les États-Unis et dire calmez le jeu, faites quelque chose de bien pour que les choses avancent et que tout aille dans le bon sens? Eh bien, ce n'est pas seulement le président Poutine, ce sont tous les autres pays qui participent à l'accord, y compris les Européens. Ils essaient d'utiliser leur influence afin de faire que Washington et Téhéran soient plus flexibles dans ce contexte. Malheureusement, ces tentatives ne sont pas couronnées de succès jusqu'à présent, mais nous avons encore espoir. On va venir à l'Afghanistan maintenant, M. Peskov. 32 ans après le retrait des troupes soviétiques de ce pays, 21 ans après celui des troupes américaines, et bien avant celui des Anglais, quelles leçons tirez-vous de ces fiascos militaires en Afghanistan? La leçon à tirer est claire. Et en tant qu'ex-Union soviétique, on le comprend fort bien. Nous avons eu une expérience tragique en Afghanistan que nous n'oublierons jamais. Nous avons perdu de nombreuses vies de soldats soviétiques à l'époque et nous ne voulons pas que les choses se reproduisent. La leçon à tirer est claire et simple. Il faut cesser de penser à la possibilité d'enseigner à d'autres pays comment vivre. Nous devons cesser de penser que le mode de vie de certains pays est incorrect selon nous et donc que nous devons leur expliquer comment construire leur avenir. Chaque nation doit prendre ses décisions sur ces sujets. En même temps, nous devons être responsables sur les menaces éventuelles de terrorisme. Et donc, en ce sens, nous allons voir, avec impatience d'ailleurs, quelles seront les mesures prises par les talibans pour empêcher les groupes terroristes de s'infiltrer en Afghanistan, en créant ainsi un nouveau berceau du terrorisme sur le territoire afghan. C'est quelque chose que nous ne voulons plus voir. Et c'est ce qui constitue une menace directe pour notre pays parce que nous sommes membres d'un même espace, par exemple avec le Tadjikistan, qui a une très longue frontière avec l'Afghanistan. Et donc la menace potentielle de groupes terroristes venant d'Afghanistan sera aussi une préoccupation.
importante pour nous. En octobre 2000, je me souviens, lors de ma première interview que vous m'aviez arrangée avec le président Poutine, la Russie était en pleine guerre avec les rebelles tchétchènes dans le Caucase. Et le président m'avait dit « Je ne peux pas laisser ces groupes islamistes instaurer des républiques islamiques dans mon arrière-cour caucasienne. » Que dirait-il aujourd'hui avec le retour des islamistes talibans à nouveau au pouvoir à vos frontières et à celles des anciennes républiques caucasiennes russes? Eh bien, cela se passe maintenant sur les frontières de nos alliés, comme le Tadjikistan, proche allié. Et nous avons certaines obligations d'organisation de défense collective dans ces organisations où nous sommes avec ces pays, en termes de l'assurance de la sécurité de ces pays, en termes de menaces terroristes et autres. Oui, c'est une grande préoccupation et inquiétude pour nous. Et bien entendu, nous attendons des mesures effectives, des mesures efficaces prises contre le terrorisme sur le territoire de l'Afghanistan et des mesures prises contre les trafics de drogue et les trafics d'opium. Vous savez que l'opium qui arrive d'Afghanistan dans la Fédération russe est en Europe. Dimitri Peskov, est-ce qu'on peut imaginer la Russie, les États-Unis, les talibans, côte à côte, pour lutter contre votre ennemi juré numéro 1, votre ennemi commun, l'État islamique? L'État islamique n'est pas natif de la société afghane. Ce sont des étrangers en Afghanistan. Et donc, le territoire de l'Afghanistan est sous contrôle des talibans. Donc, selon nous, les talibans doivent prendre les mesures nécessaires afin d'empêcher la création ou l'étendue ou l'expansion de Daesh sur leur territoire. Ne pensez-vous pas que l'Occident, qui, à mon avis, est trop faible face au terrorisme islamiste, devrait s'aligner sur la formule du président Poutine? Je le cite, « Il faut terroriser les terroristes jusque dans les chiottes ». Eh bien, vous savez, il a dit formellement, quand on avait effectivement des menaces stratégiques dans le Caucase, une guerre terrible contre le terrorisme international dans notre pays, à l'époque, on a été très critiqué par nos collègues européens au niveau des droits humains, etc., etc. Alors qu'on violait les droits humains pour combattre le terrorisme international. Bien sûr, on n'a jamais été d'accord avec ce type de déclaration et le président Poutine a été assez fort pour remporter cette guerre. Et maintenant, nous avons la paix, la stabilité et la prospérité dans nos provinces. Pour vous, M. Peskov, est-ce qu'il y a un risque de déflagration régionale tant que le conflit israélo-palestinien ne sera pas résolu? Le conflit israélo-palestinien est un problème de longue date régional auquel nous nous confrontons. Vous savez, beaucoup de pays ont essayé de contribuer et de participer à trouver une solution à ce conflit. En même temps, on ne peut pas dire que nous sommes très clairs sur ce que serait la solution définitive. Il y a encore une longue route à faire jusqu'à ce qu'on trouve la voie de sortie. Sans flatter le président Poutine, que j'ai toujours considéré comme le meilleur joueur d'échecs de la gouvernance mondiale, pouvez-vous m'expliquer comment il peut être en même temps l'ami d'Israël et de l'Iran, la Syrie et la Chine, qui sont ses principaux rivaux? Le président Poutine est un dirigeant très pragmatique. Être président de notre pays, sa préoccupation première est l'avenir de notre pays. Sa préoccupation première est l'état des lieux actuels en Russie, comment vivent les Russes, quel est le niveau de vie des Russes, au niveau social et économique. C'est cela son objectif principal. Et afin d'assurer et d'atteindre ces objectifs, il construit des relations positives avec tous les pays
Et c'est la chose qui l'intéresse d'abord et avant tout, c'est de créer des relations pour le bien mutuel et basées sur le respect mutuel des intérêts mutuels. Et donc, il essaie de créer des bonnes relations avec tous les pays du monde. Bien entendu, cela nécessite une réciprocité, des efforts réciproques. Avec certains pays, ça marche moins bien et avec d'autres mieux. Mais nous espérons qu'au fil du temps, nous pourrons restaurer notre dialogue avec l'Union européenne, avec les États-Unis et d'autres pays. Une toute dernière question, Dimitri Peskov. Dans ce monde qui est aujourd'hui, on le voit bien, un peu fou et imprévisible, quel serait le message que le président Poutine aimerait adresser au reste du monde? Il y a 2 ans, le président Poutine était à l'Assemblée générale à New York où il a fait un discours que je vous recommande de relire sur le site du Kremlin, kremlin.ru. Et c'était un discours très courageux où il essayait de dire qu'il y a trop de problèmes et trop de défis et les potentiels conflits et les problèmes actuels comme les changements climatiques vont croissant. Nous devons donc être ensemble et travailler ensemble pour relever ces défis et pour travailler ensemble. Si nous restons divisés, nous n'avons aucune chance. Encore une fois, mille merci Dimitri Peskov d'avoir accepté d'être notre premier grand invité de la saison 2 dans Malheur en Liberté sur i24 News. Spasiba, Господин Peskov. Merci beaucoup. Bye bye. Et à très bientôt à nos téléspectateurs pour d'autres grands entretiens dans les semaines et les mois qui viennent. À très vite sur i24 News, Malheur en Liberté.